Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale Burkina Faso, notre dossier du jour sera consacré à la réforme constitutionnelle. Au sommaire également, la République démocratique du Congo, toujours dans l'attente de son nouveau gouvernement. Les tractations vont bon train dans les composantes ayant pris part au dialogue politique. Et puis le Maroc poursuit son offensive sur le continent après Madagascar. Le souverain chérifien est annoncé au Nigeria puis en Zambie. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Monsieur Nelson David Compaoré, bonsoir. Bonsoir madame et merci de nous recevoir. Vous êtes secrétaire de la sous-section MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès de Poitiers. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec nous également monsieur Brice Nzamba, bonsoir. Bonsoir madame Graziella et c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation, sans oublier notre éditorialiste Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Graziella, un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. La composition du nouveau gouvernement se fait toujours attendre en République démocratique du Congo. Il faut dire que le nouveau Premier ministre Sami Badibanga devra respecter les quotas réservés à chaque composante conformément à l'accord politique. Les détails avec Birama Saounera. En République démocratique du Congo, les tractations se poursuivent pour la formation d'un nouveau gouvernement. Elles se déroulent parmi les composantes ayant pris part au dialogue politique en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il devrait être formé conformément à l'accord signé à l'issue du dialogue politique. Une situation qui rend difficile la tâche du Premier ministre, Sami Badibanga. Je crois que c'est juste une question de procédure parce que vous savez que cette fois-ci, la formation du gouvernement est très complexe et donc évidemment, il y a beaucoup de pesanteurs qui guident la formation de ce gouvernement, notamment le fait qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre géopolitique. Il faut respecter également le quota imparti à toutes les composantes, l'opposition, la majorité, la société civile. Selon des observateurs, les chefs des partis de la mouvance présidentielle se seraient opposés à certaines propositions. D'ailleurs, le secrétaire général du PPRD et certains cadres de ces partis avaient manifesté leur mécontentement quant à leurs quotas avec des noms non préalablement discutés. Les discussions se poursuivent également sur certains ministères stratégiques, notamment l'Intérieur, les Finances, les Affaires étrangères et la Justice. Les chefs des partis politiques de la majorité présidentielle sont en train de discuter encore une fois parce que nombreux ne veulent pas céder la place et qu'on ne veut pas faire des ministres chefs coutumiers, tous ces ministres qui ont fait longtemps à des postes et qui ne peuvent pas bouger en ce moment. Alors tout ça, ce sont des questions qui entourent justement la formation de l'actuel gouvernement, mais qui peut intervenir à tout moment. La nomination de Sami Badibanga le 17 novembre par le président Joseph Kabila intervient conformément à l'article 17 de l'accord politique issu du dialogue politique. Cet accord stipule que le Premier ministre doit être issu de l'opposition politique. Reste à savoir quelle marge de manœuvre le nouveau Premier ministre aura pour former son gouvernement et mener sa politique en vue d'une sortie des crises politiques en République démocratique du Congo. Monsieur Nzamba, plusieurs semaines après la nomination du nouveau Premier ministre, la composition du gouvernement se fait toujours attendre. Qu'est-ce que cela signifie ? Oui, il faut dire que cela démontre la grande difficulté à laquelle doit faire face le Premier ministre fraîchement désigné. Parce que c'est un test, puisque ce Premier ministre a été désigné précisément pour rassembler en tout cas les opposants qui ont participé au dialogue et puis mettre en place un gouvernement suffisamment large pour maintenir un lien de crédibilité entre ces gouvernements et la population et faciliter des élections crédibles. Mais la circonstance que ce gouvernement prend du temps montre bien que le Premier ministre qui a été désigné, M. Sami Badibanga, n'a pas une marge de manœuvre, n'a pas suffisamment de liberté pour désigner, pour choisir et pour imposer certains ministres issus de l'opposition au sein de ces gouvernements, puisqu'il y a le débat notamment à propos des postes clés des ministères stratégiques, notamment l'Intérieur, la Justice, certainement aussi les Finances. Et ce sont des postes clés sur lesquels
laquelle l'avenir du Congo démocratique va se jouer. Parce que toute la question consisterait à savoir si le PPRD est capable de lâcher du lest sur certains de ces ministères clés pour permettre précisément qu'il y ait un équilibre au sein de ces gouvernements et susciter le lien de confiance entre ces gouvernements et la population, gouvernement qui est déjà contesté par une certaine frange de l'opposition dite radicale, pour permettre à la République démocratique d'aller à des élections crédibles dans l'avenir. Justement, Daouda, quelle légitimité aura ce nouveau gouvernement quand on sait que les quotas doivent être répartis entre les composantes qui ont pris part au dialogue et que finalement la majeure partie de l'opposition n'a pas pris part à ces concertations? Oui, alors, moi je vois cette légitimité dont vous parlez à deux niveaux. Si les quotas sont respectés, ce gouvernement sera légitime vis-à-vis de l'accord politique. Ça veut dire que l'accord est respecté. Maintenant, est-ce que le respect de cet accord rend légitime les membres de ce nouveau gouvernement par rapport aux autres qui n'ont pas participé au dialogue? Je pense que là, clairement, la réponse est non. La réponse est non, mais moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est en tout cas d'essayer de, on va dire, entre guillemets, ratisser large, d'essayer que la société civile soit représentée, les partis politiques qui ont été au dialogue, etc. Mais pourquoi pas en profiter pour ouvrir davantage? Je pense qu'ils ne vont pas accepter, mais ceux qui n'ont pas participé au dialogue. Parce que pour moi, parlant de légitimité, la vraie légitimité que peut avoir ce gouvernement, c'est vraiment sa capacité à pouvoir assurer une sorte de transition qui ne dit pas son nom, la capacité à ce futur gouvernement de pouvoir se projeter vers l'élection présidentielle. Parce que c'est ça véritablement l'enjeu, c'est organiser une élection présidentielle, parce qu'après la date initialement prévue pour cette élection, le président Kabila n'est plus légitime selon la Constitution, il faut dire les choses. Pour terminer, je dirais simplement aussi que on va voir, même sur cette notion de légitimité, est-ce qu'il y aura ensuite une déclaration de politique générale devant le Parlement? Parce qu'il faut que le Premier ministre et le gouvernement soient approuvés par le Parlement dans des conditions normales d'exercice du pouvoir. Est-ce qu'on va jusque-là? Et est-ce qu'il n'y aura pas des dissidents vis-à-vis de la majorité présidentielle parce qu'on a laissé la place, qu'on a donné une certaine place aux autres? Tout ça, c'est des questions qui ne sont pas encore élucidées. Bon, espérons que ça n'ouvre pas une autre mini-crise au-delà de celle qui existe d'abord. Alors, les conclusions de l'accord politique prévoyaient la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Monsieur Compaoré, peut-on parler de gouvernement d'union nationale sans la participation du Rassemblement? Je pense que c'est toute la problématique d'un gouvernement qui se veut un gouvernement de cohésion. Gouvernement d'union nationale, je pense que ça sera difficile totalement dans la mesure où il y a quand même une frange de l'opposition qui n'a pas participé, disons, à ce dialogue. Et le Premier ministre Badibanga hérite d'une situation difficile parce que, comme disait mon prédécesseur, après il va se poser la question même de la légitimité du président Kabila. Et donc, je pense que l'essentiel, c'est d'essayer de rassembler large. Le Premier ministre, à l'impossible, nul n'est tenu. Il fera ce qu'il veut dans la mesure de ses capacités. Mais je pense que la tâche qui lui reviendra va être extrêmement difficile. Mais j'espère que, disons, les valeurs républicaines vont prévaloir et que finalement la paix et la stabilité de ce pays ne sera pas menacée. Alors, vous avez parlé de légitimité. Monsieur Zamba, beaucoup se posent aussi la question de la légitimité du nouveau Premier ministre. Est-ce que finalement l'opposition se reconnaît en ce ministre? Est-ce qu'il représente véritablement l'opposition congolaise finalement? Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux franges d'opposition aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il y a une opposition qui a participé au dialogue. C'est l'opposition à laquelle fait partie le ministre Sami Badibanga. D'ailleurs, c'est un ministre qui est frondeur. Il est parti de son parti, qui est le parti du président Tshisekedi. Il était député, mais il a pris ses libertés pour rester siéger à l'Assemblée, nonobstant le refus de son président. Et aujourd'hui, on a cette opposition-là, donc la tête de file aujourd'hui, c'est M. Sami Badibanga, et puis on a le Rassemblement. Alors le Rassemblement déjà ne se reconnaît pas dans le dialogue qui a été initié par le président Kabila, puisque le Rassemblement a posé un certain nombre de préalables, notamment la libération des prisonniers politiques et autres. Ces préalables n'ont pas été respectés, disent-ils. Par conséquent, eux, ils n'ont pas participé à ces dialogues. Donc ils ne reconnaissent pas l'accord qui est issu de ces dialogues, et pour eux,
il y a crise de légitimité parce que cet accord met entre parenthèses la Constitution. Et pour eux, il y a deux sources de droit constitutionnel aujourd'hui en République démocratique. On a la Constitution et puis on a cet accord qui crée une sorte je dirais, de deux sources concomitantes de droit et qui, pour eux, pose difficulté. Donc aujourd'hui, je pense que tout le travail du gouvernement d'aujourd'hui, c'est non seulement de créer une sorte déjà de cohésion interne entre les opposants qui ont participé à ces dialogues, mais aussi d'envoyer des signaux pour précisément essayer d'attirer les opposants dits radicaux, donc le rassemblement, pour que, quelque part, cet accord, donc ces gouvernements, soient légitimes aux yeux du peuple et qu'il n'y ait pas des éléments objectifs de contestation ou des éléments contestables dans la démarche politique actuelle. Bon. Je pense que l'avenir réserve au Congo démocratique beaucoup d'activités politiques et, ma foi, ça va être passionnant, en tout cas pour les analystes politiques. Voilà. Merci, Monsieur Zamba. Dans l'actualité également de Rabat à Antananarive, le roi Mohamed VI étend l'influence du Maroc sur le continent africain. Il est d'ailleurs annoncé au Nigeria, puis en Zambie dans les prochains jours. Idolet Mirabel Bissot. Après le Sénégal, l'Éthiopie, Madagascar, c'est au Nigeria et en Zambie que le roi du Maroc, Mohamed VI, est annoncé. L'escale du roi du Maroc à Lusaka suivra celle du Nigeria. Le 9 juillet dernier, au terme d'une visite officielle à Rabat, le ministre zambien des Affaires étrangères, Ari Kaba, avait annoncé que son pays allait retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique et s'en remettre aux Nations unies. À noter que le Polisario est reconnu par Lusaka depuis le premier président zambien, le docteur Kenneth Kaunda, qui était le premier leader africain à visiter les camps des Sahraouis. Le roi du Maroc essaie de reprendre sa place au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine qu'il a quitté, que le royaume avait quitté avec fracas lors de l'acceptation du Sahara occidental. Et donc, il est quelque part aussi en sorte de campagne pour qu'au prochain sommet de l'Union africaine, il puisse reprendre sa place, parce que si le Maroc reprend sa place, c'est que le Polisario sort. Il y a un combat entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie soutient le Polisario, et donc l'Algérie aussi est un pays d'influence en Afrique. Si dans sa politique d'ouverture avec de nouveaux partenaires, le Maroc a choisi en premier de signer des accords avec les pays de l'Afrique subsaharienne francophone, tout porte à croire aujourd'hui que le Royaume veut se tourner vers la partie anglophone du continent. Le Maroc, qui est en train de miser sur une coopération économique, aura plus à gagner selon des analystes. L'Afrique subsaharienne francophone pèse 19% du PIB moyen de l'Afrique subsaharienne, tandis que cette partie anglophone du continent représente plus de 47% du PIB moyen de l'Afrique subsaharienne. C'est aussi un voyage économique. Le roi du Maroc veut faire de son pays un investisseur privilégié principal en Afrique en termes de business. Donc, comme vous savez que lorsqu'une banque marocaine s'installe, ce sont aussi des entreprises marocaines qui vont venir derrière, qui vont pouvoir bénéficier ainsi de l'appui de banques venant de leur côté. Les visites du roi Mohamed VI en Afrique subsaharienne revêtent un double intérêt diplomatique et économique. La dimension économique reste prédominante. Des accords de coopération sont signés dans plusieurs secteurs, notamment dans les secteurs de l'automobile, du textile, des matériaux de construction, des TIC, des industries métalliques et métallurgiques. Avec le Nigeria, l'accent est mis sur la coopération agricole. Monsieur Compaoré, quelle lecture faites-vous de cette offensive du Maroc sur le continent africain ? Là, on peut dire que le roi Mohamed VI a vraiment pris son bâton de pèlerin, parce qu'on remarque qu'effectivement, il est rentré dans une offensive diplomatique. Cela cache bien des choses. On sait que le Maroc est en train de signaler son retour au niveau de l'Union africaine. Et également, cela peut cacher aussi une volonté de mettre en difficulté la République sahraoui avec ses velléités d'indépendance. Mais le signal fort, c'est que pour une fois, on voit le Maroc qui constitue un vrai potentiel, aller vers certains États qui pourront profiter justement de l'expérience du Maroc et comme l'article le disait, disons un fort potentiel en matière de textile et également d'automobile. Et pour moi, c'est un signal fort et une opportunité réelle pour les États au sud du Sahara. Daouda, c'est quoi finalement la stratégie du Maroc? Investir économiquement dans les États en échange d'un soutien diplomatique?
Je pense qu'il y a de ça, il faut pas se le cacher. Maintenant, je ne pense pas que ce soit négatif. Tant qu'il y a de l'investissement, tant qu'il y a des capitaux en Afrique subsaharienne, c'est une bonne chose. Maintenant, je pense que effectivement, le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, a compris une chose, c'est que la diplomatie économique, ça marche. Et ça revient à ça. Je mène la diplomatie par l'économie. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, bon, sur la question sahraoui, je pense que le pari du Maroc semble quand même être gagné pour intégrer l'Union africaine, parce que la République arabe sahraoui a quand même perdu des soutiens, aussi bien sur le continent qu'à l'international. Bon, espérons simplement que cela se fasse dans la paix, c'est-à-dire dans l'Union même, parce que c'est au-delà de tout ça, il faut sauver l'Union africaine. Moi, j'aimerais pas qu'on arrive pour examiner ce dossier et qu'il y ait des pays qui ne s'entendent pas sur la question à la fois de la RAS, la République arabe sahraoui, et du royaume chérifien. Incontestablement, le roi du Maroc est en train de vouloir se positionner comme un nouveau leader africain. Bon, je dirais pas un Kadhafi de l'époque, mais bon, voilà. Après, il faut juste dire quand même que je me permettrai de dire que l'Afrique n'est pas un royaume et qu'il faudrait que l'ensemble des États puissent évoluer ensemble en garantissant un certain nombre de valeurs qui sont aussi les valeurs du royaume. Mais ça me paraît important quand même de réincarner l'équité dans la gestion, dans le fait d'avancer vers cette Union africaine que l'ensemble des Africains, je pense, pour la plupart souhaitent. Monsieur Zamba, vous êtes d'accord, la stratégie du Maroc est en train de porter ses fruits, en tout cas en ce qui concerne sa réintégration au sein de l'Union africaine? Oui, je pense que c'est une très très bonne stratégie, puisque le roi du Maroc a compris que quand on veut atteindre ses fins, il faut que les personnes sur lesquelles on compte, notamment sur leur vote ou leur voix par rapport au retour au sein de l'Union, il faut qu'ils soient satisfaits par ailleurs. Donc je pense que la question du Sahraoui, est une question qui est très importante, parce que c'est une question qui a déterminé le départ du Maroc de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, il y a une question ou un conflit latent qui existait, même manifeste, qui existait entre le Maroc et l'Algérie, puisque l'Algérie soutenait, comme on le sait, cette république, notamment sa mise en place et même sa reconnaissance au niveau continental. Et donc la circonstance que le roi du Maroc sort un peu d'une sorte d'isolationnisme pour aller vers des pays africains anglophones, en mettant en avant la coopération économique, je pense que c'est une très bonne stratégie, puisqu'il arrive en disant que nous, on est prêts à coopérer avec vous, à vous aider à vous développer dans le secteur de l'automobile, du textile, de la métallurgie, mais certainement, il y a des accords en coulisses qui vont préparer notamment la prise des positions de ces États en faveur notamment du retour du Maroc, et aussi certainement sur la question du Sahraoui. Et d'ailleurs, dans les reportages, on l'a entendu que la Zambie, déjà, était pro-Sahraoui, déjà. Bah donc, il y a cette question-là. Après le Nigeria, le roi du Maroc se rendra, Daouda, en Zambie, la Zambie qui reconnaît officiellement le Front Polisario. Quel sera l'enjeu donc de cette visite? L'enjeu, ce sera clairement de faire accepter à la Zambie l'intégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Bon, aujourd'hui, vous savez, je suis même pas sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la République arabe sahraoui a quand même perdu des soutiens. Il y a un certain nombre de pays qui exigeaient véritablement l'indépendance de ce territoire. Aujourd'hui, on les compte sur le bout des doigts. Et puis, il faut dire que l'économie passe généralement avant tout, parce que quand on arrive avec de gros capitaux, on a de quoi négocier. Mais la réintégration du Maroc dans l'Union africaine est une chose très importante. Il faut trancher la question sahraoui pour qu'il n'y ait pas de conflit. Merci Daouda. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.